Parlons d'abord du Proche-Orient, avec ce qui se passe entre Israël, puisque Israël est actif sur les deux scènes en ce moment, militairement, au Liban contre le Hezbollah et à Gaza. D'abord au Liban. Des images en témoignent ce soir. Il y a une très forte tension entre Israël et le Hezbollah libanais. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a dit qu'il pourrait, je cite, ramener le Liban à l'âge de pierre en cas de guerre avec la milice pro-iranienne, le Hezbollah. Cela fait depuis 2006, depuis la guerre de 2006, que l'armée israélienne se prépare à la possibilité d'un grand conflit avec le Liban. Ils ont prévenu, si j'ose dire, que la prochaine fois, on ne se limitera pas à des opérations ponctuelles au sud Liban, mais nous viserons l'intégralité du pays, dans des termes qui étaient à peu près cela, puisque nous considérons que le Hezbollah est tellement aujourd'hui inséré non seulement dans l'économie, mais dans toutes les structures de l'État, que ça sera le Liban l'ennemi. Autrement dit, on aurait des opérations qui iraient, pourquoi pas, jusqu'à Beyrouth, au moins aérienne. Personne, j'ai pas besoin de vous dire que personne ne veut voir ce scénario. C'est extrêmement dangereux, bien sûr, puisque ça mobiliserait d'autant plus des forces qui ne peuvent plus opérer à Gaza ou ailleurs. Mais moi, je crains d'une certaine manière que, je l'ai dit depuis le 8 ou le 10 octobre, que les Israéliens fassent avec le Liban ce que les Américains ont fait avec l'Irak. Je m'explique. Il y a une opération immédiate, le premier terrain, Gaza, comme le premier terrain était l'Afghanistan. Et puis, il y a dans la conscience nationale israélienne, en tout cas dans une partie de la nation, l'idée selon laquelle on ne peut plus se permettre d'avoir des menaces quasi existentielles. Et donc, il y a bien un moment où il faudra, entre guillemets, s'occuper du Liban. Pour l'instant, le Hezbollah ne veut pas la guerre. L'Iran, de son côté, eh bien, est dans une période un peu incertaine, puisqu'on est quand même en pleine élection présidentielle, ce qui n'empêcherait pas d'ailleurs l'Iran de se mobiliser si nécessaire. Mais malheureusement, on serait vraiment dans quelque chose qui serait d'une autre ampleur que ce qui se passe à Gaza depuis le 8 et 9 octobre. Quelle est la logique temporelle ? Est-ce que Netanyahou, au fond, attend novembre ? Est-ce qu'en attendant novembre, il continue, comme il le veut, à la fois au sud Liban et à Gaza? Je rappelle qu'en Israël, ce n'est pas comme en France. Ce n'est pas le Premier ministre qui prend toutes les décisions. Ce n'est pas le Premier ministre qui est chef des armées comme en France. Il ne peut pas prendre toutes les décisions militaires. Il y a un cabinet de sécurité qui est composé de ministres qui ne pensent pas forcément toujours comme Netanyahou. Après, dans la logique du Premier ministre, on peut imaginer que, bien sûr, la période devient favorable avec des États-Unis affaiblis. Je ne pense pas, cela dit, que lui-même souhaite attendre l'élection de novembre en se disant peut-être que ça sera encore plus favorable pour moi. La situation est tellement tendue que je pense que s'il décidait, s'il proposait en tout cas au cabinet de sécurité de lancer une opération majeure sur le sud Liban et peut-être même sur l'ensemble du pays, ça serait essentiellement en fonction de paramètres locaux, beaucoup plus qu'en fonction de paramètres internationaux. L'autre théâtre guerrier, c'est évidemment ce qui se passe à Gaza. Des opérations, là aussi des images des dernières heures en témoignent, des opérations qui se poursuivent. En réalité, tous les appels qui ont été lancés, y compris par beaucoup de pays occidentaux, y compris par les États-Unis d'Amérique, sont peu ou pas du tout entendus par M. Netanyahou. Oui, mais il n'y a aucune surprise à cela. On voit même des commentateurs américains qui se disent « mais pourquoi est-ce qu'on invite encore Netanyahou à Washington ?» Et ça n'a aucune importance. Franchement, dans la tête de Netanyahou, à moins que les États-Unis ferment totalement le robinet de l'assistance militaire, ce qui, à mon sens, ne se fera pas, eh bien, il n'a aucune raison de se laisser dicter son propre agenda sécuritaire et politique par ce qui se passe dans l'opinion internationale. Ce qui ne veut pas dire que que la nation israélienne ne soit pas choquée, heurtée par des éléments de contexte importants, comme bien sûr ce qui s'est passé à la Cour de justice internationale ou à la Cour internationale de justice, et à la Cour pénale internationale. Ça, l'opinion israélienne y est sensible, souvent pour rejeter ce type de recours par principe, mais aussi parfois pour alimenter des débats internes, y compris sur les modalités d'action militaire, mais aussi sur les actions du Premier ministre lui-même. Autrement dit, ces recours sont parfois pris à témoin dans le combat politique interne pour dire Netanyahou nous mène vraiment à la catastrophe, non seulement à Gaza, mais aussi dans notre réputation internationale. Donald Trump est pro-israélien, absolument. Il l'a montré avec le changement de capitale, avec toutes sortes de signes quand il était aux affaires. Lui revenant aux affaires, est-ce qu'on peut considérer que ce gouvernement en Israël aurait champ libre ?
Oui, mais d'une certaine manière, il a presque le champ libre déjà aujourd'hui. Ce qui se passerait avec Donald Trump, c'est peut-être une assistance militaire encore plus significative. Ça, le robinet, là, pour le coup, de l'assistance militaire, à condition, bien sûr, d'avoir un congrès favorable. N'oublions jamais qu'aux États-Unis, au mois de novembre, on renouvelle aussi une grande partie du congrès. Oui, bien sûr. Mais, encore une fois, avec Donald Trump, il faut toujours se méfier, car personne ne sait de quel côté la pièce retombe à un moment donné. Ça dépend tellement de facteurs personnels, il faut toujours le rappeler, vous l'avez fait ici à de nombreuses reprises. Il n'y a qu'une chose qui compte pour Donald Trump, c'est son intérêt personnel.